On verra les commentaires voilà. Bonjour, Thierry Tournoy, directeur de la FUNOC. On enchaîne sur notre deuxième webinaire qui sont en lien avec notre métier de formation de SISP. L'idée, c'est vraiment d'alimenter nos collègues, mais plus largement le public au sens large, les professionnels, sur des thématiques qui sont liées aux besoins de nos stagiaires en formation, donc des publics infrascolarisés ou fragilisés. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Arnaud Biland, qui est coordinateur du Rassemblement Wallon du droit à l'habitat. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va fonctionner comme d'habitude, même si c'est notre deuxième webinaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir écouter M. Biland, ramener différents constats par rapport à la thématique ô combien importante sur le logement, et qui est finalement une thématique qui touche tout le monde, hein, pas seulement nos stagiaires. C'est vraiment une thématique de société qui est extrêmement importante. Et ensuite, au niveau des internautes, n'hésitez pas évidemment à poser des questions comme d'habitude. Je les relayerai et nous ferons en sorte de pouvoir répondre à ces questions et d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Je ne sais pas plus long là maintenant, je reviendrai après l'exposé de M. Biland pour relayer vos questions comme je le disais. Voilà, je vous passe la parole, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais mettre du coup l'écran ici. Voilà, est-ce que vous me voyez bien du coup, le partage écran? Très bien. Super. Voilà, et bien donc du coup, peut-être en deux mots, le rassemblement. C'est donc une association qui regroupe 28 associations en Wallonie, des fédérations, des SBL de première ligne, des APL, mais aussi tout ce qui est éducation permanente. Et donc, on travaille sur l'ensemble de la Wallonie. On travaille sur plusieurs axes, notamment l'encadrement des loyers, la lutte contre les logements inoccupés. On a fait un gros travail sur tout ce qui était l'habitat léger, d'autres formes d'habitat. Et puis, quelque chose qui nous occupe aussi beaucoup actuellement, c'est les logements passoires. La rénovation énergétique, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Mais également sur les expulsions et puis sur la discrimination au logement, évidemment aussi, qui, du coup, est un peu le corollaire finalement, du manque de logements abordables. Et on reviendra aussi là-dessus. Alors, du coup, je vais commencer ici la présentation avec une question, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de se loger de façon abordable en Wallonie et ailleurs, d'ailleurs, en Europe, c'est une tendance plutôt générale. De revenir un petit peu sur les raisons qui vont permettre de comprendre pourquoi est-ce que la situation du logement est si compliquée aujourd'hui, mais déjà depuis plusieurs années d'ailleurs. Alors, peut-être revenir sur un élément, mais que je pense que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, mais que c'est effectivement un droit. Le droit au logement décent est un droit reconnu par la Constitution belge, l'article 23. Et donc, c'est quand même de la responsabilité de tous les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, de mettre tout en œuvre pour garantir cette réalisation de ce droit. On l'oublie parfois, et je pense notamment quand on est sur des débats et des enjeux de société sur faut-il plus de logement social, etc. C'est quand même, je trouve, bien important d'avoir ça au cœur et en tête. Et donc, le travail de REVDH vise vraiment à faire en sorte que ce droit soit appliqué réellement en Wallonie, en mobilisant largement les membres, mais plus largement aussi l'ensemble des forces de la société civile, et pour mener un travail d'action et de plaidoyer. Alors, peut-être revenir sur un élément assez important, c'est que les pouvoirs publics, depuis, je dirais, l'après-guerre, ont imaginé l'accès au logement à travers l'accès à la propriété privée. C'est un choix politique, mais qui a été choisi, qui a été fait en Belgique, mais qui n'a pas été forcément le cas dans d'autres pays. On pense notamment à la Hollande ou d'autres qui ont un parc de logement social très très important et où l'accès à la propriété n'a pas été un choix aussi important. Mais donc, il y a eu ce choix, et donc c'était vraiment la porte d'entrée finalement pour accéder à un logement décent, c'était de devenir propriétaire. Je dis bien parce qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, et on va y venir un petit peu sur le pourquoi. Et donc, ce qui fait qu'en Wallonie, contrairement à d'autres endroits, on a vraiment un taux, par exemple, on a 73% de propriétaires occupants et 27% de locataires, mais avec des disparités très fortes, notamment dans les villes où, par exemple, à Liège, il y a 50% de locataires et 50% de propriétaires. Donc, on voit que c'est assez disparate. Mais c'est une tendance plutôt globale et qui est assez forte en Wallonie.
Bon, l'accès à la propriété, ben ça, je crois que tout le monde l'aura vu aussi ces dernières années. Le prix des maisons n'a cessé de grimper et ça devient de plus en plus compliqué forcément d'accéder à la propriété. D'une part parce qu'effectivement, il y a les prix qui n'ont cessé d'augmenter, mais globalement, c'est aussi de l'autre côté, c'est l'accès à un emprunt qui devient de plus en plus compliqué. Et donc, là aussi, il y a de la discrimination. C'est peut-être la première discrimination, c'est l'accès à un emprunt. Si on n'a pas un capital important au départ, si on est trop âgé, sans emploi, et que vous allez à une banque, vous aurez très peu de chances de pouvoir avoir un prêt. Historiquement, on pouvait emprunter jusqu'à 100% de la somme. Maintenant, on demande de plus en plus d'avoir un apport. Et donc, globalement, l'âge moyen des personnes qui accèdent à la propriété n'a cessé de reculer ces dernières années avec un âge moyen de 38 ans. Ce qui montre aussi que du coup, un nombre important de personnes restent sur le marché locatif de plus en plus longtemps. Donc, l'accès à la propriété privée est aujourd'hui un accès qui est de plus en plus restreint pour un grand nombre de personnes. Et donc, je dirais, la voie royale est de plus en plus semée d'embûches et fait que on se reporte sur les autres solutions qui sont la location. Alors, on peut se dire, la location, il y a le marché privé et puis il y a le marché, le logement social qui justement est en dehors du marché et qui est vraiment cette condition pour accéder à un logement pour les personnes qui ont des revenus les plus bas. Globalement, les questions autour du logement social, c'est de savoir, ça a été vraiment un investissement assez massif dans les années 60-70. Aujourd'hui, en fait, le nombre de logements sociaux, c'était une petite question que je voulais poser ici, mais c'est du coup combien de logements sociaux y a-t-il en Wallonie et combien de personnes sont en attente d'un logement social en Wallonie? C'est deux questions qu'on nous pose souvent. En fait, on est avec globalement une tendance qui est à la baisse. On est à 101 000 logements sociaux en Wallonie, 9 000 via des agences immobilières sociales. Donc, on voit globalement une érosion puisque on était plutôt à 103 000 dans les années 2015, entre 2015 et 2020. Globalement, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à stagner et à ne pas augmenter. Pour un nombre de personnes qui sont en attente d'un logement social qui ne cesse d'augmenter. Donc, on voit ici l'évolution du nombre de logements depuis 2007 et on voit effectivement une érosion globalement du nombre de logements. C'est dû aussi notamment en partie parce que les sociétés de logement social sont de plus en plus en difficulté financière et aussi face aux enjeux de rénovation d'un logement qui est de plus en plus vétuste, sont amenés à vendre une partie de leur parc. Et donc globalement, les nouvelles constructions ne permettent pas de compenser les ventes. Alors, par contre, l'évolution du nombre de candidatures au logement public n'a cessé d'augmenter. On est aujourd'hui effectivement à 40 000. Ce chiffre a augmenté déjà depuis 2016 de environ 2000 personnes. Et le nombre d'attributions du logement dans le logement public, par contre, lui, reste stable. Donc, on a 4600 personnes qui peuvent rentrer dans un logement social en venant du marché privé. Donc, on voit que finalement, on absorbe très, très peu par année. Si on veut absorber les 40 000, ça prendrait une dizaine d'années. Et c'est globalement le temps d'attente aussi. Donc, je le voyais ici, 4 années d'attente en moyenne, mais ça dépend aussi globalement du type de logement qu'on demande. Par comparaison, on voit que le parc de logement social est très, très différent. Si on regarde le Pays-Bas, 32%. La Wallonie, on est plutôt à 6%, parce que la carte date de 2015. Et en France, on est aux alentours de 17%. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Je voulais faire un petit état des lieux sur qu'est-ce qui se passe et quelles sont les mesures assez récentes qui ont été prises pour faire face notamment au manque de logement social. Alors, les pouvoirs publics disent on fait notre maximum, ça prend du temps, il y a une enveloppe qui est fermée, qui n'est pas extensible. Et on va voir aussi dans les années à venir sans doute que l'argent ne sera pas non plus, que les montants ne vont pas non plus se doubler, même si c'est une demande et une revendication très forte du secteur ici. Mais il y a en tout cas une allocation d'attente qui a été mise en place de l'ordre de 125 et qui peut monter jusqu'à 185 € pour les personnes qui sont en attente d'un logement social et selon un certain nombre de conditions qui sont notamment le fait de ne pas d'avoir un très bas revenu, puisqu'on est avec des conditions
pour obtenir cette allocation de 17 000 € pour des personnes isolées et 23 000 € pour des cohabitants. Et ce montant peut être augmenté si on a des enfants à charge. Et il faut être sur une liste d'attente d'un logement social depuis plus de 18 mois. C'est quand même une mesure que nous, on demandait depuis longtemps et qui permet de un petit peu diminuer la charge du loyer qui ne cesse d'augmenter sur le marché privé, puisque les loyers là-bas, sur le marché privé, sont de plus en plus élevés et ont tendance à augmenter de façon exponentielle. Et donc, dans cette logique-là, bien, discrimination pour arriver sur le marché de l'accès à la propriété. Sur le marché, enfin sur le logement social, ben, là aussi, on voit aussi une grande concurrence, beaucoup de monde et très peu d'offres. Et donc, on se retrouve avec de plus en plus de locataires qui sont pris au piège d'un marché privé locatif avec une forte concurrence et donc de la discrimination et globalement un marché qui n'est pas régulé. C'est-à-dire que les prix sont soumis à l'offre de la loi et de la demande. Et donc, globalement, vu qu'il y a plus de locataires aussi qui cherchent, une tendance à augmenter les prix. Est-ce que sur ces premiers éléments, je ne sais pas s'il y a déjà des premières questions auxquelles je peux répondre dans le chat ou pas. Non. Alors, des loyers qui explosent depuis des années, l'évolution des loyers, en fait, il est globalement plus rapide que le coût de la vie. On voit que il a tendance à augmenter plus vite finalement que l'indice des prix et que la charge du coup des loyers a tendance à aussi prendre une part de plus en plus importante sur les revenus. Et donc, ça a tendance à amener un effet qui sont que les locataires sont de plus en plus pauvres et que leur part consacrée au logement, hein, que ce soit pour le loyer, mais aussi pour se chauffer, et on l'a vu avec les factures énergétiques, n'a cessé d'augmenter et vraiment peut dépasser les 50% du revenu quand c'est des personnes avec un petit revenu qui sont isolées. Et globalement, un locataire sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Donc, on voit vraiment une paupérisation de plus en plus des personnes. Littéralement coincés sur le marché privé. Globalement, du coup, un petit élément, c'est que l'allocation d'attente ici pour les logements sociaux, elle vise, si on prend les chiffres, hein, qu'on regarde un petit peu le nombre de demandes, enfin, de personnes qui sont en attente d'un logement social et qui sont dans les conditions, toucherait potentiellement 12 000 ménages. Mais là, récemment, il y a eu un article et une mise au point du ministre. Globalement, il y a très peu de ménages qui ont fait appel à cette aide. Et donc, il y a aussi peut-être là une méconnaissance, peut-être des éléments justement à transmettre ou à faire connaître davantage les droits. C'est toujours le problème du non-recours aux droits, qui est un gros souci pour énormément de droits. Et donc, il faut faire une série de démarches. Et c'est toujours un frein à obtenir ce genre d'aide. Globalement, c'est des prix assez élevés pour un logement de mauvaise qualité. Aussi, on voit que les familles évoluent, de plus en plus de familles sont monoparentales avec beaucoup de femmes à leur tête. Et bien en fait, ces familles ont du mal à se loger parce que forcément, les prix sont très élevés. Si on veut un 2 chambres, ça va très vite, ça peut monter à 800, 900 €. Ça dépend un petit peu où se trouve, mais c'est une charge très importante. Et donc, il y a beaucoup de logements qui sont suroccupés, surpeuplés. Au regard de la loi et des normes. Beaucoup de locataires vivent dans des logements de mauvaise qualité parce que c'est un peu un logement social de fait. Le logement de mauvaise qualité est moins cher, mais on en paye le prix et les conséquences, notamment sur la santé, avec récemment une étude de Solidaris qui pointe les liens entre la mauvaise qualité des logements et la santé des locataires, avec beaucoup d'impact sur des problèmes respiratoires, etc. Et puis sur la santé mentale, vraiment, qui est un gros, qui a vraiment, là aussi, beaucoup de problèmes de santé mentale sont liés au logement. Alors, sur la question de l'insalubrité, là, il y a des choses quand même qu'on peut faire, et notamment, vraiment pouvoir se défendre par rapport à des propriétaires qui ne font pas les travaux nécessaires. Mais c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire qu'en gros, si on fait des démarches, il y a aussi le risque que son logement soit déclaré insalubre et que soit le bail soit rompu, qu'il y ait la pression du propriétaire pour dégager, ou alors simplement un arrêté d'insalubrité qui fait que la commune prend là un arrêté en disant
le logement est insalubre, on ne peut plus habiter dedans, et c'est en fait le locataire qui paye les pots cassés puisqu'il sera expulsé, mais sans solution de relogement. Donc là, c'est la question de l'insalubrité, c'est vraiment de nouveau, c'est aussi, à chaque fois, on fait reposer sur les locataires, d'une part, le fait de pouvoir aller en justice ou de devoir aller demander que les droits soient respectés, et en plus d'avoir tous les effets s'il y a des mesures qui sont prises. Un élément vraiment important, c'est que beaucoup de locataires arrêtent de payer le loyer pour pouvoir forcer, en espérant que ça force le propriétaire à faire les travaux. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et beaucoup d'expulsions, on en viendra après, sont liées notamment à des problèmes justement de conflits locatifs pour des travaux où les personnes arrêtent de payer et se retrouvent ensuite assignées au tribunal et expulsées. Et la question de l'insalubrité intervient, est très compliquée aussi devant le juge à pouvoir amener. Et donc, souvent, finalement, on voit que de nouveau, c'est encore les locataires là qui se font un petit peu avoir. Alors qu'au départ, il y a bien dans le chef des propriétaires un problème. Bien sûr, ce n'est pas tout le cas de tous les propriétaires, mais en tout cas, les logements insalubres, et sur Charleroi, nous, le fait de travailler avec tous les membres, etc., c'est une vraie problématique. Et un élément qu'on connaît rarement, c'est l'existence d'un service d'analyse des milieux intérieurs, le SAMI, qui agit sur base d'un certificat médical produit par le médecin, qui permet de relier les problèmes de santé avec les problèmes de logement et d'établir de façon scientifique le fait que le locataire subit bien des problèmes liés à son logement. Ça permet par la suite de demander le fait notamment de mettre fin au bail ou de réclamer des indemnités. En tout cas, de faire valoir des droits plus facilement, et notamment le fait peut-être aussi de se faire rembourser d'une partie des loyers qui auraient été payés sur un logement insalubre. Lorsqu'il y a un logement qui est reconnu insalubre ou surpeuplé ou inadapté, il y a aussi la possibilité de faire appel à une allocation de déménagement et loyer, l'ADEL, qui permet par la suite d'avoir une compensation pour un logement, mais il faut retrouver un logement salubre, ce qui n'est pas toujours le cas, pas toujours évident. Il n'y a pas d'obligation de relogement dans le chef du bourgmestre qui prend un arrêté d'insalubrité, il y a juste une obligation de moyens. Et donc ça, c'est aussi un élément important, c'est quand il y a une expulsion qui est dite et faite par la commune, ça ne donne pas lieu à l'obligation de relogement. Et donc, littéralement, les locataires sont pris sur un marché privé, comme je disais, dérégulé, avec des logements de mauvaise qualité, et forcément, une grande concurrence dans les locataires. Et donc, là, l'UNIA avait déjà démontré, au travers d'une étude, que une des premières discriminations se trouve aussi en matière de logement. Le travail en est une, mais le logement est vraiment, en tout cas, là où il y a les discriminations qui s'expriment très fortement. La première discrimination, elle est liée à la fortune. La moitié des discriminations se font sur base de vous êtes dépendant du CPAS, vous n'avez pas de CDI, etc. Vous n'avez pas les revenus suffisants. Et donc, discrimination à ce niveau-là. Et puis, liées à l'origine, des critères de handicap qui sont… donc voilà, le logement est vraiment le reflet aussi d'inégalités et de discrimination assez fortes. Et d'autant plus s'il y a une concurrence accrue sur un marché locatif. Alors, sur ce sujet-là, il y a des actions qui ont été entreprises et qui sont mises en place de façon très récente, avec la mise en place de contrôles mystères pour lutter contre la discrimination, et donc la possibilité pour l'administration de mener des contrôles, un petit peu comme dans d'autres secteurs, de pouvoir constater l'infraction et donc de faire des tests, donc en envoyant les mêmes profils, les mêmes informations, mais avec des noms par exemple différents, et de voir un petit peu si la réaction de l'agence immobilière ou du propriétaire, il va privilégier une personne plutôt qu'une autre, et de pouvoir du coup établir là qu'il y a bien de la discrimination qui se fait sur la possibilité d'avoir des visites et ensuite de louer un bien, avec des astreintes et des amendes à la clé. Ça vient d'être mis en place, et donc on n'a pas encore de retour sur ce qui se passe et ce que ça permet. Je pense que le message est assez clair et ça renvoie un message aux propriétaires et aux agences immobilières il y a potentiellement des sanctions, mais on ne sait pas très bien si ça va permettre peut-être moins de discrimination. Est-ce que l'objectif va être atteint? On n'en sait pour l'instant rien.
L'autre aspect autour du marché locatif privé, c'est vraiment la question des expulsions, qui est en lien avec les loyers qui explosent. Et donc, la question, c'est sur le marché locatif, les loyers impayables, finalement, deviennent des loyers impayés, avec de plus en plus de difficultés à payer son loyer et du coup des conséquences assez importantes sur les locataires. Et la première et la plus dramatique, c'est les expulsions. Et on en parle assez peu. Nous, au sein du Rassemblement, ça fait depuis quelques années qu'on met vraiment le focus là-dessus pour essayer de rendre visible et rendre davantage visible cette problématique finalement dont on parle assez peu. Et du coup, les questions, c'est combien d'expulsions sur 10 sont dues à des problèmes de paiement de loyer et quels sont les montants. On est finalement avec des éléments, en fait, on se rend compte que donc 8 expulsions sur 10 sont liées à des problèmes de non-paiement de loyer. Donc, c'est vraiment une part très importante. Donc, on voit bien que la question du loyer est au centre des expulsions. Et pour des arriérés de 2300 €, c'est-à-dire globalement, si on se situe avec des loyers peut-être de 700 € ou un peu moins, enfin peu importe, on est là de l'ordre à 3-4 mois. Donc ça, c'est au moment du jugement. Il y a une étude de l'IWEPS qui a été faite, qui a été voir les jugements et quels étaient les montants des arriérés. Donc on voit que c'est des montants relativement petits, en tout cas, ce n'est pas des sommes folles, avec des conséquences extrêmement importantes sur les locataires. Et donc, tout ton argumentaire ici au sein du rassemblement, c'est de voir comment on peut prévenir les expulsions. Et du coup, oui, les conséquences sont une dette qui peut doubler ou tripler après la procédure, avec des indemnités à payer, les déménageurs, si évidemment on va jusqu'à l'arrivée, enfin s'il y a une expulsion avec le recours à des déménageurs, l'entreposage, etc. Et puis une série de frais qui se rajoutent, le frais d'huissier, etc. Alors, il y a aussi beaucoup de fausses croyances sur la question des expulsions, et notamment le fait de savoir est-ce qu'on peut ou pas expulser pendant l'hiver. Et donc ça, c'est une question qu'on a souvent aussi, avec est-ce qu'il existe un moratoire hivernal, et souvent l'impression que il existe un moratoire hivernal en Wallonie. Or, en fait, il n'en existe pas. Il y en a eu pendant le Covid, et ici pendant une année, dans le cadre du gel de l'indexation des loyers, ils ont mis en place un moratoire aussi entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2020. Le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023, mais il a été levé. Et donc ici en Wallonie, on peut expulser en hiver. Il y a juste les logements sociaux où on peut pas, où il y a une trêve hivernale sous certaines conditions et moyennant que les locataires soient d'accord d'avoir un suivi avec un organisme social. Alors, il y a toute une série de choses aussi derrière ça, de discrimination de nouveau, qui se fait au niveau je dirais, de l'accès aux informations d'une part, et donc du non-recours au droit, de pouvoir faire appel, de pouvoir simplement aussi avoir accès à des aides du CPS, etc. Et on voit que beaucoup de gens sont vraiment peu informés et on arrive du coup à des expulsions aussi parce qu'il n'y a pas eu toutes les possibilités d'intervenir avant. Un des éléments centraux à retenir, c'est quand même que environ 50% des locataires, même voire plus, ne sont pas présents au moment du jugement, ce qui a comme implication que toutes les demandes du propriétaire sont appliquées. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un contre-avis. Et si on revient à la question de l'insalubrité ou de loyer peut-être trop onéreux, ou voire de frais qui sont réclamés par les propriétaires au moment du jugement, c'est parfois des sommes qui en fait ne correspondent pas vraiment à la réalité. On pense notamment à des charges qui ne devraient pas être à charge du locataire ou quoi, et donc ils sont mis, mais vu qu'il n'y a pas de défense, que le locataire n'est pas présent, du coup, on se retrouve avec des dettes assez importantes. Le plus grand facteur aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de solution de relogement, et donc on est avec après des impacts sur des personnes expulsées pendant des mois qui se retrouvent en errance dans la famille la plupart du temps, chez des amis, des connaissances, et vraiment un déracinement et je dirais toute une série de choses qui en découlent avec une perte de droits plus importante.
Alors, l'autre élément, c'est aussi une discrimination au niveau des expulsions avec des personnes qui sont souvent faibles, sans papier, qui n'ont pas tout le. Voilà, qui sont vraiment à la merci, je dirais, des propriétaires, avec beaucoup de phénomènes d'expulsion illégale qui se passent en dehors de la justice et avec très peu de réactions globalement de la part de la police, alors que c'est vraiment une infraction et très peu de plaintes par peur de représailles. Et donc là aussi, les expulsions illégales, c'est vraiment un phénomène dont on entend peu parler, mais qui est très très présent, avec le fait de couper l'électricité, de mettre la pression sur le locataire pour le mettre dehors, de voir de la violence et toute une série de choses pour pousser le locataire dehors, alors qu'il ne devrait pas, légalement, il faut respecter une procédure. Et là, c'est de mettre les gens dehors comme ça. Et au niveau de la prévention, de savoir aussi que le CPS est censé est averti au moment de la requête, donc l'introduction d'une demande d'expulsion par le propriétaire, le tout début de la procédure, et il a l'obligation de vous contacter. Mais là aussi, parfois certains se contentent d'un courrier, d'autres vont téléphoner ou aller sur place, mais on voit aussi des grandes disparités en matière d'accompagnement et parfois les CPS ne font que accompagner les gens qui sont déjà accompagnés par le CPS, ce qui est très bien, mais du coup, quid de toutes les personnes justement qui ont besoin d'aide, eux, elles sont justement parfois moins accompagnées ou il y a moins de démarches proactives. Et donc là, il y a vraiment un besoin de sensibiliser, d'informer sur le fait d'aller vers le CPS, de demander. Le CPS peut intervenir pour désarrérer le loyer, peut parfois éponger une dette si il y a une possibilité de voir une éclaircie par la suite. Donc ça, c'est vraiment très important pour éviter d'arriver à un avis d'expulsion. Au niveau du rassemblement, on a publié une brochure qui s'appelle Agir face aux expulsions de logement en Wallonie, qui reprend tous les éléments par rapport aux expulsions légales, judiciaires, tout ce qu'il faut savoir pour aider et accompagner des personnes qui seraient en situation d'expulsion. Voilà, et donc on arrive ici à notre propos est de dire que pour lutter contre la discrimination et pour lutter pour un accès à un logement décent et abordable, une des premières mesures pour nous qui est importante, c'est l'encadrement des loyers sur le marché privé. On accepte globalement que la santé, qui est un bien fondamental, soit encadrée, toutes les conventions entre les médecins, etc., le prix des médicaments est encadré, mais pour le logement, c'est encore un peu un tabou, il y a vraiment de grosses réticences. Pour nous, le logement est un bien fondamental et un des lieux qui permet vraiment d'avoir énormément de droits liés à ça. Et donc, pour nous, si c'est le cas, il faudrait qu'il y ait un encadrement de la même manière qu'on l'a dans d'autres secteurs essentiels. La question de l'offre de logements accessibles, elle passe par des logements publics, sociaux, et donc là, c'est important d'investir et de trouver aussi des mécanismes peut-être autres que le logement social. Il y a des coopératives de logement, d'être créatifs, mais nous, de vraiment insister là-dessus. Il y a beaucoup de logements qui sont vides, et je pense qu'à Charleroi aussi, là, on le voit, il y a une rue assez… chaque fois qu'on y passe, tous les logements, tous les commerces sont vides, et ça montre bien qu'il y a là, de ce côté-là, un abus finalement pour nous de la propriété privée, et de dire que face au droit au logement, il n'est pas possible de laisser son logement vide autant d'années, et qu'il y a là un besoin de réquisition, de prise en gestion volontaire ou forcée, si les propriétaires ne veulent pas mettre leurs biens à disposition pour pouvoir loger des personnes. Prévenir les expulsions, c'est lutter contre le sans-abrisme, et ça, c'est vraiment un message qu'on veut pouvoir porter parce que c'est une des premières causes du sans-abrisme. Et puis lutter contre les logements insalubres, les marchands de sommeil. Je pense que ça, c'est vraiment… il y a un peu un laisser-faire aussi parce que finalement, c'est le logement social de fait, mais c'est là que les plus grandes discriminations se font aussi et avec des conséquences sur la santé, sur plein de la vie quotidienne, je dirais, des personnes qui sont amenées à devoir se loger dans des logements totalement indécents. Et face à ça, nous, c'est aussi de se dire, et je pense que voilà, quand on est aussi en posture d'accompagner des personnes et de les amener à se politiser sur la question du logement, pour nous, c'est de dire, c'est pas qu'un problème individuel, c'est un problème collectif. Face à un problème collectif, eh bien, les méthodes qu'on retrouve, par exemple, du syndicalisme dans le milieu du travail, on peut les appliquer aussi dans le logement. Et nous, on prône vraiment l'organisation entre locataires, de se rassembler, se regrouper pour faire valoir nos droits
et interpeller les personnes qui ont besoin d'être interpellées, que ce soit les bailleurs sociaux, les politiques ou les bailleurs privés. Et donc là, on est en train de travailler sur la mise en place d'un syndicat de locataires aussi dans la région de Charleroi, mais ailleurs aussi, en Wallonie, ça commence vraiment à prendre place. Ça existait déjà, mais c'est aussi de revenir avec une approche un peu peut-être plus conflictuelle, en tout cas qui prône aussi l'action directe, non violente évidemment, mais de pouvoir venir occuper, enfin dans aussi des formes d'action qui permettent vraiment de mettre la pression. Et là, on s'inspire de pas mal de collectifs et de syndicats en France et ailleurs. Vous voyez en Espagne, par exemple, vraiment de grosses mobilisations qui ont permis de lutter contre les expulsions, notamment aussi de personnes où les banques ont beaucoup expulsé après la crise financière. Et puis, eh bien, et ça c'est un appel justement à nous rejoindre là à Charleroi, le 30 mars, on fait une mobilisation, une manifestation pour se retrouver entre personnes, parce que parfois on a l'impression d'être très isolé sur la question du logement, et là c'est l'occasion de se rassembler et de faire entendre une série de revendications locales au niveau de Charleroi, mais aussi plus globales au niveau de l'ensemble de la région, et d'interpeller les mandataires politiques pour la prochaine législature. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation. Malheureusement, elle est assez accablante, même si effectivement il y a des voies de mobilisation et on va y revenir. Évidemment, j'ai une première question d'un internaute qui parle de la promotion de la colocation avec les problématiques liées au statut tel qu'on peut. Ça devient une revendication qui est finalement assez relayée. Donc, est-ce que la promotion de la colocation ne peut pas être un levier qui permettent de trouver dans le panel des solutions proposées une alternative par rapport à ces difficultés, qui est le logement, clairement, par rapport je le disais en introduction, finalement à tout un chacun, mais y compris par rapport à des publics plus fragilisés? Oui, ça peut être une manière de mutualiser et donc vraiment d'être avec des revenus, enfin des loyers qui sont peut-être un peu moins importants, mais c'est effectivement, mais là il y a plusieurs freins. Le statut cohabitant en est un premier, et donc il faut s'assurer de pouvoir, que ce soit pas aussi de l'autre côté une perte de revenus. Ouais. Et puis le phénomène des colocations, maintenant il y a vraiment il y a le bail de colocation qui existe maintenant, qui permet vraiment de ne plus avoir un seul je dirais, d'avoir une seule personne sur le bail, ou d'avoir des problèmes, notamment par rapport aux garanties locatives, etc. Et donc d'avoir plusieurs personnes et de gérer les baux plus facilement, mais ça a une tendance à faire augmenter le nombre de colocations, et là un effet d'aubaine des propriétaires, notamment sur Charleroi d'ailleurs, qui est très fort, qui est remonté par rapport au terrain, avec de plus en plus de maisons qui étaient avant destinées à des familles ou à l'unifamilial, qui sont maintenant transformées en colocation. Parce que c'est plus de revenus aussi pour les propriétaires, et donc du coup ça augmente, finalement ça réduit l'offre de logements, souvent aussi avec pas mal de chambres, et donc pour des familles nombreuses, au profit de colocations, voilà, où il y a vraiment, là on voit que c'est un peu la poule aux œufs d'or. Oui, ça devient un marché finalement qui permet à des propriétaires de louer plus cher un logement qu'ils auraient loué à une seule famille. Oui, c'est un marché en soi, c'est un peu la nouvelle poule aux œufs d'or. Et puis il y a d'autres phénomènes comme le co-living, qui sont là, des acteurs privés qui se mettent sur le marché de la colocation et qui mettent en location des chambres avec tout le confort, des services aussi inclus, etc. Et qui viennent aussi en plus en concurrence, qui sont un peu vraiment des acteurs avec une logique d'actionnaire, quoi. Donc de générer un maximum de profit, qui s'adresse aussi à certains profils d'expatriés, ou en tout cas de gens qui ont quand même pas mal de revenus, et au détriment d'autres. Donc, donc ici on est à la FUNOX, donc c'est un organisme, une ASBL qui est reconnu comme centre d'insertion socio-professionnelle. Donc on organise un dispositif de formation pour des publics infrascolarisés et éloignés du marché de l'emploi. On draine plus de 1000 stagiaires par an. Vous avez déjà évoqué évidemment toute une série de pistes dans vos propositions, mais à votre avis, c'est déjà le cas, hein, mais comment on peut effectivement se saisir de ces thématiques individuellement, collectivement, comment on peut amener notre pierre à l'édifice au-delà de participer
à votre action, évidemment, dans la rue pour réclamer collectivement des droits. Est-ce que vous voyez des leviers potentiels sur lesquels on pourrait agir? Bah, moi, je pense que déjà de connaître ses droits en tant que locataire, c'est la première chose. Et je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance, mais c'est aussi dû au fait que c'est une matière très compliquée. Sur les logements salubres, sur plein de choses, beaucoup de gens qui n'ont pas les armes. En fait, il y a un rapport de force déjà complètement inégal entre le propriétaire et le locataire qui amène à ce que, en fait, on se retrouve dans des positions où on a d'une part peur de perdre son logement parce qu'on sait bien que sur le marché, on va se retrouver face à très très peu d'offres disponibles et donc du coup, vraiment beaucoup d'abus. Et donc connaître ses droits, pouvoir se faire respecter et s'organiser et pouvoir être défendu par aussi, pas en étant dans un rapport de force où on est seul face à un propriétaire. On voit qu'il y a plein d'effets et quand les personnes essayent par exemple d'arrêter de payer, arrêtent de payer leur loyer, ben, je l'ai dit, ça amène à toutes des conséquences et en fait, se dire, ben là, il y a peut-être un objet en tant que, aussi que FUNOC de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut s'emparer de la question du logement pour en faire un enjeu collectif et ça passe par du coup de l'organisation collective. Et donc, je l'ai dit, la question des syndicats, de collectifs, de droit de DAL, droit au logement, etc., sont toutes des opportunités pour politiser une question qui est d'abord individuelle, partager des connaissances, et il y a beaucoup de collectifs, notamment sur la question des expulsions. Il y a un front anti-expulsion qui partage, qui a une expérience très importante pour conseiller, pour agir aussi avec les personnes en situation d'expulsion. On peut imaginer ça sur plein d'aspects du logement. Là, aujourd'hui, il y a une question autour de l'indexation des loyers. Il y a beaucoup de sujets qui méritent en tout cas une implication et là-dessus, je pense qu'en tant qu'organisme de formation, ça peut vraiment être un sujet qui me paraît essentiel, en tout cas, de pouvoir aborder, parce qu'à mon avis, il y a certainement beaucoup de personnes qui vivent de telles situations dans les personnes qui vous suivent. Effectivement, et donc il y a une réflexion là d'une personne sur Internet qui parle du droit à la propriété privée et sur le fait que ce droit est finalement sans limite et que effectivement, Charleroi, enfin vous le disiez tout à l'heure, Charleroi n'échappe pas à la règle et qu'il y a énormément de propriétaires privés qui spéculent et qui finalement dérégulent le marché de location. Et donc voilà, c'est vraiment une difficulté sur laquelle tout un chacun est confronté par rapport à ça. Donc, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, la FUNOC, mais et vous avez raison, c'est effectivement des combats qu'on peut mener d'un point de vue syndical. Et la FUNOC est née des mouvements syndicaux et le porte Oui, tout à fait. depuis plus de 45 ans. Donc, c'est effectivement des éléments sur lesquels on travaille, mais c'est vraiment important d'y réfléchir de manière collective et de faire en sorte de mener, en tout cas de participer aux combats qui sont déjà menés par différents acteurs et dont le vôtre évidemment. Est-ce que vous en avez un peu abordé, mais est-ce que vous avez connaissance de projets inspirants, innovants, qui sont portés peut-être dans d'autres pays ou peut-être en Flandre, je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qu'on pourrait exporter d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau de logement privé ou public? Il y a vraiment un mouvement là maintenant qui se passe autour des coopératives de logement, du community and trust, des formules qui permettent de sortir de la propriété privée pour aller vers une propriété collective. Je dirais un peu les deux approches qui étaient l'accès à la propriété privée avec l'hypothèque et les banques, comme je l'ai mentionné, ou l'accès à un logement social. L'accès à un logement social doit être maintenu, mais on voit aussi qu'il y a la possibilité de réfléchir à d'autres modes d'habiter. Et là, on voit vraiment émerger un certain nombre de modèles qui sont assez inspirants et qui permettent vraiment de penser peut-être autrement alors, c'est pour l'instant assez marginal. On n'est pas avec une production de logements pharaonique, mais ça permet de penser autrement et de sortir de cette logique de la propriété privée qui, effectivement, comme l'est dit dans le commentaire, est un peu. C'est vraiment la sacro-sainte propriété privée. Et on parle souvent d'une brique dans le ventre des Belges, mais on l'a bien mise à coup de politique publique et d'orientation très, très clairement assumée. Et donc, de sortir de ce modèle-là, c'est pas toujours évident. Mais on voit là, en tout cas, il y en a beaucoup qui émergent et qui viennent notamment des États-Unis et d'autres. Et donc ça, c'est une manière.
d'imaginer autre chose. L'habitat léger a aussi on s'y est beaucoup intéressé. Donc, d'autres formes d'habiter, c'est aussi de reconnaître que tout le monde n'a peut-être pas envie d'habiter dans une maison 4 façades Thomas et Piron, et qu'on a peut-être aussi la possibilité d'habiter d'autres formes, avec tout le risque que ça comprend aussi de peut-être parfois faire baisser les normes en termes de qualité et d'avoir un peu du sous-logement, mais en même temps, c'est aussi une réalité qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas vivre. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont dans l'habitat permanent en camping. Parfois, c'est par obligation, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie d'habiter autrement et ailleurs que là où on a l'habitude. Et donc, sur la question, moi, je pense qu'il y a aussi à être créatif sur la question de comment est-ce qu'on va chercher tous ces logements qui sont vides. Alors, ça peut être aussi créatif sur voilà, la société évolue. On voit que de plus en plus de familles sont en situation de monoparentalité, mais là, les personnes vieillissent, habitent parfois des logements où il y a plusieurs chambres vides. Comment est-ce qu'on favorise aussi des approches plus collectives? Et là, il y a toute une série de verrous à faire sauter. On a parlé du statut cohabitant, mais aussi d'un certain nombre de choses. Il y a une réflexion à avoir sur des politiques publiques qui soient en adéquation avec les modes de vie actuels. Et donc, je pense que là, c'est vraiment important d'être créatif là-dessus. Et puis, sur la question de la rénovation énergétique et tout ça, c'est des enjeux qui vont arriver. Et là aussi, il y a des choses à imaginer pour faire face aux défis et aux enjeux qui sont là. Un petit élément par rapport à la loi de Onkelinx sur la réquisition des logements. Depuis longtemps, en 1993, je pense, elle a été utilisée à peu près moins de 5-6 fois, je pense, une fois à Philippeville et peut-être une ou deux fois à Bruxelles. En fait, c'est le problème de beaucoup de choses dans le logement, c'est qu'il y a beaucoup d'outils juridiques, mais très peu d'applications. Il y a une question de moyens, mais il y a aussi une question de volonté politique. Et puis, il y a aussi parfois des outils qui sont mis en place, mais ils sont tellement difficilement applicables que ça en vient à être juste en fait, des choses qui sont là, mais qui ne servent pas à grand-chose. Et la loi Onkelinx en est un bel exemple, c'est-à-dire qu'en gros, on peut effectivement réquisitionner des bâtiments, mais pour ce faire, il faut qu'il n'y ait pas d'autres bâtiments qui appartiennent au public et qui soient vides sur la commune. Or, souvent, un CPS, d'autres organismes publics ont des logements vides. Et donc, en fait, cette loi, elle est morte-née. C'est-à-dire qu'en gros, très peu de communes sont en capacité de faire appel à une réquisition en prenant sur base juridique la loi Onkelinx. Par contre, la réquisition, elle peut se faire d'autres manières. Mais là, on voit bien la réticence de s'attaquer de nouveau à la question de la propriété privée. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi nous, on a envie de batailler ici. C'est un enjeu culturel aussi, au-delà de récupérer des logements vides. C'est-à-dire, on peut être créatif sur la façon dont on va aller récupérer. Et là, sur les prises en gestion et tout ça, il y a une série de choses qu'on peut imaginer, quoi. C'était justement ma question suivante, c'est en lien avec finalement, c'est quoi les leviers des pouvoirs publics? Donc, effectivement, il y a la réquisition, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils pourraient faire mieux ou qu'ils font déjà et qu'ils pourraient faire de manière plus ambitieuse? Je pense peut-être à développer le logement public. Est-ce que c'est une piste sur laquelle il faut avancer? Enfin, j'imagine que oui, mais est-ce que d'un point de vue plus global, il y a d'autres leviers sur lesquels les pouvoirs publics pourraient agir? Nous, le premier que l'on pense, c'est d'une part, il faut augmenter l'offre de logements publics et social parce que ça va faire baisser la pression sur le marché privé et donc aussi les prix. Et donc, quand il y a beaucoup d'offres de logements publics, et on le voit par exemple à Vienne ou dans d'autres pays, ça fait baisser globalement la pression. Donc, c'est une manière de répondre globalement aux enjeux de loyers qui explosent et d'offrir un logement de qualité et à prix abordable. Donc pour nous, c'est un premier élément. Effectivement, il faut y mettre davantage de moyens, mais là, ça demande de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a un logement public, un logement social qui est à ce point dégradé d'une part et très peu de possibilités de créer du nouveau logement. C'est qu'il y a des contrats de gestion aussi par rapport à… Il y a un cadre juridique et des éléments qui finalement, ça c'est des retours qu'on a, c'est que la marge de manœuvre, elle est assez réduite pour les sociétés de logement, tant financières que autres. Et donc là, il y a peut-être à repenser un cadre qui permette plus de liberté à ce niveau-là, de donner les moyens, bien sûr. Et puis, il y a la façon de le produire aussi. On sait que ça prend entre 7 et 8 ans de créer du logement social à partir du moment où on décide, puis jusqu'à la création, les marchés publics, et tout ça, c'est toutes des choses qui ne sont pas évidentes. Et donc, d'aller peut-être chercher le logement social, le logement public, là où le logement existe déjà. Et donc,
là, ben, on sait qu'il y a la création de logements sociaux en rachetant à des promoteurs privés. C'est une des solutions, mais en même temps, c'est aussi de peut-être penser comment on a une production de logements publics, parce que si c'est pour financer les acteurs privés, c'est sans doute pas non plus que la seule solution, mais c'est une réponse au problème. Et puis, sur la question de l'encadrement des loyers, c'est nous une mesure qui nous paraît essentielle, c'est-à-dire en gros se dire là-dessus, il faut un encadrement, c'est-à-dire en gros, il y a une grille indicative pour l'instant des loyers, mais elle est indicative, il faut la rendre contraignante et aller vers un encadrement, vers une baisse des loyers. Et ça, c'est quelque chose qui politiquement n'est pas toujours évident, puisqu'on sait que 13% des Wallons sont bailleurs. Donc, ça veut dire aussi s'attaquer à toute une frange de la population. S'attaquer, c'est en gros prendre à bras-le-corps un sujet où on sait potentiellement qu'il va y avoir de grosses réticences. Mais pour nous, c'est la seule manière de pouvoir, à un moment donné, permettre un logement abordable. Voilà. Et donc, je reviendrai sur la question de la régulation, parce que j'ai aussi des éléments pour poursuivre la réflexion. Mais donc, il y a une suggestion ici d'un internaute qui parle d'aussi interpeller les pouvoirs publics pour faire en sorte de réinvestir le centre-ville, en fait, de repeupler, en tout cas pour Charleroi, mais sans doute pour de nombreuses villes en Wallonie et ailleurs, de faire en sorte de promouvoir le logement au centre-ville et de faire en sorte de développer, afin d'avoir une vraie volonté publique de travailler là-dessus, au détriment effectivement de logements plutôt décentrés sur avec tous les problèmes de mobilité et de pouvoir d'achat qui sans doute se posent à ce niveau-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez réagir à cette proposition qui est évidemment pleine de bon sens. Oui, c'est sûr qu'un centre-ville vide, avec des logements vides, ça produit toute une série aussi de phénomènes et du coup un centre-ville qui est très peu animé. Donc du coup, une vie, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait des quartiers habitables, vivants. Alors on a vu tout un investissement, beaucoup d'investissements aussi dans la part justement certaines parts du centre-ville avec pas mal de nouveaux logements, mais à des prix parfois complètement en dehors du marché ou de ce que les gens peuvent se permettre, et avec des logements vides aussi, très neufs là pour le coup, mais qui ne sont pas utilisés. En tout cas, c'est aussi des éléments qu'on a comme retour. Donc, le logement vide, il se situe à la fois sur des personnes qui spéculent ou qui attendent pour X raisons et laissent effectivement des multipropriétaires laissent des logements tout à fait vides. Et donc là, il faut agir dessus. Mais c'est de voir aussi quel type de logement on a envie d'avoir au centre-ville, quelle ville on a envie d'avoir à Charleroi, et de faire revenir aussi des personnes qui vont faire vivre réellement la ville, c'est-à-dire aussi en soirée, et qu'à 18h, il n'y ait plus un chat et que ça produise toute une série de problèmes. Et après, de lutter contre les logements insalubres aussi. Là, on a encore au boulevard de l'Europe, il y a des logements, mais totalement. On a été justement tapé à quelques portes, aussi dans l'objectif de monter un syndicat locataire, avec des situations absolument. On se demande comment les pouvoirs publics n'interviennent pas plus. Je pense qu'ils sont effectivement très au courant, mais il y a un laisser-faire aussi, parce qu'il y a derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on fait face à un marchand de sommeil. Et là, il y a peut-être aussi à être beaucoup plus proactif et de prendre des mesures drastiques, la réquisition de logements. Une fois que c'est avéré qu'il y a un marchand de sommeil qui a autant d'irrégularités, et de pouvoir du coup répondre aussi à des enjeux de logement abordable en réquisitionnant, en allant sur nous des mesures assez drastiques. C'est sûr que c'est des choses sur lesquelles je pense qu'une ville comme Charleroi doit s'en emparer si elle veut réellement pouvoir lutter contre toute une série de fléaux. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit que la ville, là récemment, on commence ça fait déjà un petit temps, mais en tout cas, les logements occupés, par exemple, c'est une préoccupation qui, je pense, qui devient un peu très importante. Et donc, on voit qu'il développe des stratégies un peu plus proactives que juste la taxation des logements qui n'a pas beaucoup d'effet sur les logements vides. En tout cas, ça demande une politique beaucoup plus volontariste des pouvoirs publics par rapport à… Bien sûr. Voilà, ça c'est sûr. Vous parlez de régulation des loyers, donc j'ai une double question par rapport à ça. À la fois, est-ce que, j'imagine que oui, mais juridiquement, j'imagine que vous avez réfléchi aux outils juridiques ou techniques qui permettent ça. Est-ce que c'est jouable? Et la deuxième question, il y a à la fois la régulation des loyers, mais aussi le fait que j'entendais encore sur la première ce matin, les propriétaires qui sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de locataires potentiels en réclamant des choses qui sont
sans parler de discrimination évidemment liée à toute une série de critères, mais aussi d'exiger des fiches de paye, d'exiger toute une série de choses qui font en sorte que, voilà, pour avoir accès à un logement, ça devient de plus en plus compliqué. Quelles sont les marges de manœuvre, et y en a-t-il? Comment, encore une fois, le pouvoir public peut agir là-dessus, si c'est le cas? Sur les fondements juridiques par rapport à l'encadrement des loyers, c'est vraiment quelque chose qu'on est occupé à explorer. Alors, les fondements juridiques, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs tentatives. Et on pense notamment à le saut d'indexation qui a été proposé en 2016 par Paul Furlan, je pense, qui a été recalé au niveau de la Cour constitutionnelle, justement sur base d'une demande du syndicat des propriétaires. Où on voit effectivement une atteinte à la propriété privée, en tout cas qui est aussi inscrite dans la Constitution, mais on voit effectivement qu'il faut les bases juridiques suffisantes pour ne pas que effectivement cette mesure soit détricotée. Donc là, je pense qu'il y a vraiment de pouvoir mettre en place ces choses, mais c'est tout à fait jouable. En France, l'encadrement des loyers est effectif là dans plusieurs villes. C'est pas insurmontable. Ça demande effectivement de mettre en place une certaine disposition. La question derrière, c'est sur base de quoi on encadre et avec quels critères et comment est-ce qu'on encadre. Et ça, c'est une vraie question. Et là, pour l'instant, les propositions, c'est de prendre la grille indicative, de la rendre contraignante. Nous, on dit attention, une grille indicative, elle est le reflet du marché, elle est établie sur base des critères et d'indicateurs qui se réfèrent au marché. Si le marché est déjà trop haut, c'est aussi valider en quelque sorte des loyers qui sont déjà surfaits en fait. Et l'autre chose, c'est que ça a tendance à pouvoir tirer les loyers aussi, les bas loyers vers le haut, puisqu'on a aussi un certain nombre de loyers qui sont en dessous de la grille, tant mieux d'ailleurs, mais parce que du coup, les propriétaires, les bailleurs peuvent se dire, du coup, je vais augmenter ces loyers-là. On aurait des effets rebonds. Et c'est notamment dû au fait que la grille n'est pas très, très précise. En tout cas, les secteurs sont encore relativement grands. Et donc, il y a des grandes disparités, donc possiblement des effets de surévaluation ou de sous-évaluation, enfin, de surévaluation de certains. Et donc, là, sur les modalités, on s'est pas mal intéressé à ce qui se passait ailleurs, au Luxembourg, en Suède, en Suisse. Et il y a d'autres modalités, notamment le fait de prendre en compte les frais réels, en fait, du bailleur, c'est-à-dire, en gros, s'il a un prêt hypothécaire, des rénovations qu'il aurait faites, et d'accepter qu'il y ait une marge qui soit faite, mais limitée, encadrée et négociée. Ça, c'est ce qui se passe au Luxembourg. Dans d'autres pays comme la Suède, c'est le principe, comme sur le marché du travail, pour négocier les salaires, c'est le syndicat des propriétaires et le syndicat des locataires qui est là extrêmement puissant, avec plus d'1 million de membres, qui se mettent autour de la table pour négocier les loyers. Donc, voilà, ça c'est aussi un format presque à la belge de concertation finalement. Et là, il y a toute une série de choses qui peuvent être prises en compte dans la discussion, dans la négociation, mais ça c'est comme les négociations sur les salaires en fait. Voilà, et puis en France, c'est sur base d'une grille, et du coup, ça a des effets quand même. Là, on voit sur Paris notamment, avec vraiment un plafonnement des loyers qui est opéré, avec toujours des entourloupes de la part des propriétaires pour essayer de contourner ça en faisant du meublé, du semi-meublé, qui permettent de sortir des critères, mais globalement, on voit que c'est une mesure qui permet quand même, et aussi avec un effet rétroactif. Donc, il y a certaines personnes qui ont pu récupérer des loyers trop élevés. Et sur la question des exigences des propriétaires privés Je dirais, dès lors qu'il y a 30 personnes qui veulent votre bien, vous pouvez vous permettre d'être plus exigeant. On pourra mettre toutes les mesures en place pour éviter ça. Je pense qu'il y aura toujours une façon de s'en sortir, et on ne pourra pas mettre une police du logement derrière chaque propriétaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination, etc., ou qu'il ne demande pas. Par contre, je pense que, donc, d'une part, de montrer que tout n'est pas possible, les contrôles mystères sont une manière de montrer que. Mais par contre, je pense que la première chose, c'est de refuser simplement de communiquer des documents qui ne sont pas légaux. Et ça, je pense qu'il y a notamment des agences immobilières qui le font. Et ça, c'est de dire simplement, en fait, non, je n'ai pas à vous communiquer ces documents. Ils ne sont pas, ce n'est pas votre droit de me demander ça. Vers qui on peut se tourner? Est-ce qu'il y a moyen de dénoncer? Est-ce qu'on doit,
Oui, mais il y a moyen de faire des plaintes. Effectivement, quand si un agent immobilier a une pratique qui est discriminante ou qui n'est pas légale, il y a moyen de le faire, de porter plainte effectivement pour qu'effectivement il y ait des choses qui soient faites. Et si c'est plusieurs plaintes et répétées, etc., il pourrait perdre son agrément pour être agent immobilier. Donc c'est aussi de montrer là-dessus vraiment d'être intransigeant, mais en même temps, quand on est dans une posture où on cherche un logement, que c'est le logement qu'on souhaite, etc., on va être plus enclin à donner que de rechigner et de se dire le logement, il va le donner à quelqu'un d'autre qui lui a accepté. Donc, je dirais, c'est aussi là, peut-être au niveau des acteurs associatifs, etc., pouvoir faire remonter, et ça, c'est le job notamment du rassemblement ou d'autres, de se dire, là, il y a des pratiques frauduleuses. On sait, par exemple, qu'à Tournai, il y a des pratiques des agences immobilières de demander des frais d'agence aux locataires. Donc, ils sont des pratiques vraiment spécifiques là-dessus, de faire remonter et d'arrêter ces types de pratiques. Mais c'est vrai que là, encore récemment, des amis qui cherchaient se sont retrouvés, alors qu'elles connaissent très bien, justement, heureusement, elles connaissent leur droit, disent non, ça, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de demander un etc. Donc, mais c'est sûr qu'on est de nouveau dans un rapport de force inégal. Et on peut dénoncer auprès de vous certains comportements. En tout cas, nous, on fait un travail de plaidoyer, donc c'est plutôt au niveau des membres chez nous. Donc, par exemple, sur Charleroi, c'est Solidarité Nouvelle qui est une APL. Il y a Reloja qui est aussi, il y a une série d'acteurs. Et donc, c'est à ce niveau-là, et au niveau du groupe partenariat logement qui réunit tous les acteurs du logement, qui peuvent remonter au niveau, je dirais peut-être de l'arrondissement de Charleroi. Et nous, c'est plutôt un travail de seconde ligne, donc on n'a malheureusement pas les moyens, on est peu nombreux et nombreuses ici, pour pouvoir faire ce travail je dirais de cas par cas. Par contre, de faire remonter tout d'un coup une problématique, tout à fait. Et donc, si des acteurs comme la FUNOC aussi sont interpellés par des stagiaires ou des choses comme ça, de les renvoyer vers des acteurs tels que les APL, et peut-être à un moment donné de nous interpeller en disant là on voit qu'il y a un phénomène d'une certaine agence, etc. Et ça on peut tout à fait le relayer, le pointer, utiliser les médias et les relais pour interpeller et faire changer les choses. Donc ça c'est notre travail de mobilisation, il est à ce niveau-là et de plaidoyer, mais malheureusement on n'a pas la possibilité d'avoir des plaintes individuelles. D'accord. J'entendais à la radio ce matin, encore une fois, sur la première, un président de parti qui s'exprimait dans le cadre des élections, évidemment, mais pointait finalement, c'est un peu éloigné du sujet, mais pas tant que ça, parce que vous l'abordiez dans votre introduction, sous la question du sans-abrisme, en tout cas, une des recommandations qu'il faisait, puisque c'est un président qui est bourgmestre de sa ville, et c'est pas ici à Charleroi, en tout cas, disait qu'il ne fallait pas donner d'argent aux sans-abri, donc il invitait ses concitoyens à ne plus donner l'aumône aux sans-abri parce que voilà, ça entretient une forme en tout cas certains réseaux qui sont à la fois liés à la toxicomanie, mais aussi à des comportements qui peuvent être déviants ou qui peuvent être problématiques pour les riverains ou pour ses concitoyens. Enfin voilà, je sais pas si que pensez-vous de cette sortie qui finalement pointe des personnes vulnérables qui n'ont pas choisi d'être de survivre. Oui, tout à fait. Donc, vous le dites dans la réponse. C'est vraiment de nouveau à chaque fois s'attaquer au plus faible pour dénoncer pour des problèmes beaucoup plus structurels. Ça, je trouve que c'est vraiment une manière de détourner l'attention sur finalement l'inaction, ou en tout cas de nouveau pointer la responsabilité individuelle. Et tant bien même que les personnes soient dans des réseaux mafieux, en fait, justement, le problème, c'est bien qu'ils soient dans des réseaux mafieux, si c'est le cas. Et du coup, sur la question de la mendicité, là, il y a un travail qui est fait par l'SPF Intégration, santé publique, sur le nombre de règlements anti-mendicité qui sont hors la loi, en fait, simplement. Et donc, il y a beaucoup d'arrêtés qui ont été pris de façon très, très créative par des bourgmestres. Et donc, ils reprennent et ils ont fait tout un état des lieux assez intéressant sur finalement des arrêtés qui sont contraires à la loi. Et simplement, le fait de mendier n'est plus répréhensible. Et donc, ça, c'est juste, voilà, il faut pouvoir le nommer, il faut pouvoir le dire, le dénoncer. Et commencer à pointer les gens qui donnent ou qui font la manche, pour moi, c'est vraiment, je pense, tout à fait abject.
Et je pense que c'est ça qu'il faut dénoncer. Voilà, mais c'est sûr qu'on voit globalement partout une augmentation de la pauvreté, du nombre de personnes qui font la manche, des gens de plus en plus jeunes qui sont mis à la rue, l'augmentation du nombre de sans-abri. Il y a un dénombrement là, qui est fait dans plusieurs villes en Wallonie. On voit tous les indicateurs sont rouges, avec globalement des moyens qui ne suivent pas et une offre de logement. Voilà, on le dénonce. Et puis la question même des hébergements temporaires ou d'urgence, c'est complètement saturé. Donc en fait, les gens n'ont pas d'autre choix. Là où j'habite, il y a des personnes qui littéralement habitent dans le métro depuis, je pense, le début de l'automne et les premiers. Voilà, et là, en fait, c'est devenu en fait des hôtels, les bouges de métro. Donc, et ça, on le voyait pas auparavant. En tout cas, c'était beaucoup moins visible. Donc, je pense que là-dessus, voilà, mais ça permet aussi de sensibiliser. Je pense que c'est sensibiliser sur ces problématiques-là parce que c'est dramatique en fait. Oui, malheureusement, la situation ne fait que s'aggraver. On arrive tout doucement au bout du timing. Je vais peut-être vous demander de rappeler l'événement, la manifestation que vous organisez ici à Charleroi. Oui, donc c'est Place Verte, hein, donc c'est une mobilisation. Donc on se retrouvera sur la Place Verte à partir de 11h avec toute une série d'acteurs associatifs. L'idée, c'est de montrer qu'on est nombreux et nombreux sur cette question-là. Et donc, on est en train de travailler là depuis plusieurs mois à rassembler et à mobiliser aussi des acteurs qui sont peut-être pas directement sur le logement, mais qui ont aussi un intérêt. On parlait des acteurs de la santé, on parlait des acteurs des syndicats. C'est aussi des acteurs qui, pour moi, doivent s'emparer de la question du logement et parce qu'elles sont intimement liées aussi à la question du travail. Et du coup, voilà, nous, c'est un appel à faire, à montrer en tout cas qu'on est de plus en plus nombreux à se mobiliser sur ces questions-là, avec une action aussi surprise qui sera sans doute menée, justement en lien avec la question des logements inoccupés. On pointera aussi la question des expulsions qui est vraiment dramatique, et donc ce sera l'occasion aussi de dénoncer toutes les revendications. Il y a aussi un débat qui est organisé avec des partis politiques par le groupe Partenariat Logement. Je n'ai plus la date en tête, mais c'est là, je pense, un petit peu avant. Donc ça, c'est l'occasion aussi d'entendre qu'est-ce que les partis politiques ont à proposer. Et donc, c'est avec le GPL, donc le groupe Partenariat Logement. Et là, on est parti prêt et j'ai ouvert cette rencontre. En tout cas, l'objectif, c'est de mettre la question du logement au cœur des débats. Elle est trop souvent une question secondaire ou relayée. Et là, il y a vraiment, je pense, on ne peut plus faire autrement que de se mobiliser. Et c'est la première fois qu'il y aura des manifestations à Liège, Charleroi, Namur, une mobilisation sans doute à Auton, à Bruxelles et à Anvers. C'est la première année. Et c'est une première, mais ce n'est pas la dernière. Et c'est vraiment déjà une première victoire. Et vous avez la date pour Charleroi, le rassemblement, c'est quelle date? Le 30 mars. Le 30 mars. C'est noté, on y sera. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet exposé hyper clair sur la situation par rapport à cet enjeu ô combien crucial du droit au logement. Et Dieu sait que malheureusement, la situation ne fait que s'aggraver à bien des égards. Merci aussi d'avoir appuyé encore une fois sur nos, je dirais nos points cardinaux qui demandent à être pas réactivés parce qu'ils sont toujours là, évidemment. Les enjeux, que ce soit syndicalistes, en tout cas, sont extrêmement prégnants ici au sein de la FUNOC, mais ça nous donne encore évidemment du grain à moudre pour des années et des enjeux de mobilisation, comme le disait un des internautes, sur la question de retravailler de manière collective sur les enjeux de logement, et c'est bien l'objectif. Merci beaucoup. Bien. Et juste un petit, sur le site du REDH, il y a beaucoup de ressources, ça c'est important de le dire. On a la brochure qui est disponible, il y a vraiment beaucoup de ressources et d'actualités. Il y a une newsletter qui paraît tous les mois, enfin un peu quand on a des informations à communiquer, mais donc c'est l'occasion aussi de faire connaître et de pouvoir amplifier. Il y a énormément de choses, et donc n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, à nous contacter si vous avez besoin d'avoir justement plus d'informations sur des enjeux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon après-midi, à bientôt. Au revoir. À bientôt.